On va remonter le temps et je vous disais tout à l'heure, on allait parler de lettres et de chiffres, donc deux domaines qu'on oppose souvent, mais qui en réalité se complètent. Et pour en parler, donc, on a le plaisir d'accueillir maintenant Monique Canto-Sperber, philosophe, ancienne directrice de l'École normale supérieure et de l'Université Paris Sciences et Lettres. Elle sera accompagnée par Marion Carré, qui est cofondatrice et présidente d'Askmona, qui met l'IA au service des institutions culturelles et de leur public. Merci de les applaudir toutes les deux. Marion, on va démarrer avec vous. Il peut y avoir donc des talents dans la tech qui ne soient pas forcément des talents issus de filières mathématiques. Voilà, ce matin, donc Cédric Villani nous a dit, avant le cours de maths, on a toujours un peu l'estomac noué. Eh bien, on peut peut-être arriver à la tech en faisant autre chose. Et vous en êtes l'exemple vous-même, puisque donc vous avez fait des sciences sociales avant d'arriver dans ce fameux domaine de la tech. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment ça s'est passé ? Avec grand plaisir, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Oui, peut-être pour revenir rapidement sur mon parcours, le fait de me retrouver dans la tech, c'était plutôt le fruit d'un heureux accident, puisque initialement, je me destinais à devenir journaliste quand j'avais l'âge de pas mal de personnes qui sont dans la salle. Et je ne pensais absolument pas devenir une entrepreneuse dans la tech, déjà parce que je ne savais pas vraiment ce que c'était. J'avais l'impression que c'était absolument pas réservé à des jeunes femmes qui auraient envie d'entreprendre. Et la tech, pour moi, il fallait être un profil technique, comme le nom l'indique, être issu d'un parcours scientifique, et je pensais pas que c'était accessible à d'autres types de profils et de parcours. Et donc on va revenir un peu plus en détail sur cet aspect-là, mais je pense qu'il y a au moment de l'orientation quelque chose qui se joue. Plus l'image qu'on a d'un secteur est éloignée de l'image qu'on a de nous-mêmes, moins il y a de chances qu'on y aille. Et c'est vrai qu'il y a un enjeu systémique pour effectivement faire changer cette perception des métiers de la tech, faire en sorte qu'il y ait plus de femmes, c'est très important, mais surtout qu'il y ait des profils variés et des parcours diversifiés qui viennent renforcer les rangs de ces technologies dont le panel, avant nous l'a mentionné, sont désormais dans nos quotidiens. Alors on voit qu'on a besoin de nouveaux talents, effectivement. Donc à côté de la tech, il faut des gens qui soient aussi juristes, philosophes. Il y a des profils très variés, donc qui doivent être, mais quand même aussi formés à la tech. Alors en fait, quand on parle de tech, quand on fait une solution innovante, par exemple, certes, il faut la coder, c'est important, il faut comprendre comment ça fonctionne, mais en fait, il y a beaucoup d'autres métiers qui gravitent autour de ça pour, par exemple, percevoir une problématique, faire en sorte de prototyper, mettre ça entre les mains de potentiels utilisateurs, réfléchir aussi aux impacts potentiellement sociétaux, juridiques. Y a vraiment beaucoup de choses qui vont au-delà du code. En fait, une innovation, c'est pas juste du code, ça agit sur quelque chose et c'est important qu'on ait le plus grand nombre de parties prenantes autour du sujet pour réfléchir. Alors Monique Canto-Sperber, il faut faire finalement une sorte d'hybridation peut-être entre ces deux mondes qui parfois se connaissent mal. Quel est votre regard sur cette question ? De manière plus générale, moi je ne crois guère à la spécialisation des intelligences entre intelligence littéraire d'une part et intelligence scientifique. Parlez bien près du micro, merci. Je vais essayer de vous montrer pourquoi. D'abord, on a autour de nous de très nombreux scientifiques qui sont devenus parmi les plus grands écrivains français. Alors c'était le cas par exemple, Tchekhov, pour prendre un exemple plus ancien, mais c'était le cas de Céline, c'était le cas de Louis Aragon, ils étaient médecins. Boris Vian était ingénieur, vous ne le savez peut-être pas, mais enfin c'est le cas, de même que Houellebecq. Donc ils ont quand même excellé dans les deux domaines. L'inverse est moins difficile à démontrer. Mais si on part quelques siècles en arrière, si vous voulez, l'intelligence était unique. Et elle s'exprimait de manière littéraire ou de manière mathématique. C'est le cas par exemple avec Platon, avec Pascal, avec Descartes, avec Leibniz. Enfin, vous connaissez sans doute tous ces noms. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, eux ? Eh bien, ils imaginaient, ils inventaient des modèles, ils brassaient des hypothèses dans leurs thèses, et de temps en temps, ça prenait une forme d'expression littéraire avec des mythes, des images, des histoires, des intrigues, enfin tout ce qui nous plaît dans les romans ou dans la construction philosophique, ou bien ça prenait la forme de raisonnement, de déduction, d'idées d'expérimentation, et ça explique une grande partie de leur activité scientifique.
Donc, si vous voulez, tout ça n'est quand même pas si ancien, quelques siècles à la mesure de l'histoire humaine, c'est pas grand-chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pense pas que l'intelligence humaine ait changé profondément de nature. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que ces intelligences polymorphes qu'on rencontrait très couramment autrefois sont devenues aujourd'hui des intelligences de plus en plus spécialisées? Alors, il y a une explication évidente qui est l'accroissement considérable de la masse des connaissances, que ce soit en sciences, mais aussi en histoire, en philosophie, et de la masse des œuvres qui ont été écrites depuis l'Antiquité. Il y a aussi le fait que de plus en plus se sont développées des techniques, c'est-à-dire des applications réelles, concrètes, technologiques, des inventions scientifiques. Et là, il est vrai que ça exige un savoir-faire, une spécialisation. Les premières écoles d'ingénieurs ont été créées d'ailleurs dès le XVIIIe siècle, hein, avec l'école des mines, l'école des ponts, pour avoir des esprits techniques, des esprits capables d'appliquer les résultats des sciences au réel. C'est dû au fait à une question de culture aussi. Étrangement, vers le début du XXe siècle, on s'est mis à séparer la culture scientifique et la culture littéraire. Et ça a été quelque chose de véritablement dramatique, je pense, pour le développement de l'intelligence humaine. Je crois qu'on va pouvoir revenir là-dessus. Il y a eu aussi la folie de la classification et de la catégorisation. On catégorisait les talents, les intelligences, les personnes. Vous savez d'où vient l'expression la bosse des maths? Eh bien, du fameux phrénologue allemand qui s'appelait Gall, milieu du XIXe siècle, qui avait établi une cartographie du cerveau, chaque région du cerveau correspondant à une compétence, et ceux qui avaient, semble-t-il, une compétence spéciale en mathématiques, qui était une pure et simple invention de ce médecin, eh bien, avaient un développement tout à fait exubérant et remarquable d'une partie du cerveau juste derrière le front, lobe frontal, ce qui faisait qu'en général leurs yeux étaient exorbités et on avait l'impression que ça résultait d'une bosse. D'où l'image de bosse des maths. On s'étonne qu'il n'ait pas songé à rechercher de la même façon une bosse des lettres. Évidemment, il n'y en a pas de bosse des lettres, pas plus qu'il n'y a de bosse des maths. Toutes ces fantaisies ont été totalement récusées, mais l'idée est quand même restée, et c'est cette idée qui a complètement changé le système éducatif, hein, dès le début du XXe siècle, avec une filière mathématique, une filière littéraire, surtout en France, où on aime bien organiser les choses de manière centralisée, tout le monde pareil. En Angleterre, ce n'est pas le cas. Il y a des tas de cursus d'élite qui sont à la fois maths et sciences, technologie et physique mélangées. Ça ne pose aucun problème à qui que ce soit. Donc, une spécialisation et une séparation relativement récente, il faut absolument revenir sur cela. Il est absolument indispensable aujourd'hui de revenir à une culture scientifique pour les littéraires et une culture littéraire pour les scientifiques. Parce que c'est le fonctionnement même de l'intelligence. Pour finir, il s'agit toujours de questions d'imagination. Que fait un scientifique? Que fait un littéraire? Il brasse des scénarios, il brasse des hypothèses, il brasse des possibilités. Ils essaient de trouver des cohérences, des similitudes. Alors évidemment, chez les uns, ça va s'exprimer dans une recherche historique, dans une argumentation rigoureusement construite, ça c'est les historiens et les philosophes, ou bien dans des constructions de personnages, des constructions d'intrigues, ça c'est les romanciers, ou bien dans des démonstrations scientifiques, dans des dispositifs expérimentaux, ça ce sont les scientifiques. Mais à chaque fois, c'est le même type d'intelligence. D'où la nécessité aujourd'hui de reprendre cela à la base, parce que tous les problèmes du monde contemporain exigent, comme ça a été admirablement rappelé, un traitement par différentes disciplines. Le changement climatique, ce n'est pas simplement une affaire des modélisateurs ou des physiciens ou des géoscientistes, c'est une affaire juridique, une affaire normative, une affaire politique, une affaire géopolitique. Tout ça doit être compris et intégré. C'est ça la racine de l'intelligence contemporaine, l'intelligence de demain, l'intelligence à développer. Il faut revenir à cette grande idée d'amener les littéraires à pouvoir aussi se représenter les problèmes qu'ils se posent en termes quantitatifs, savoir ce que ça peut donner comme modèle les objets dont ils parlent. Qu'est-ce qu'on peut construire comme modèle, comme statistique, comme probabilité à partir de cela? Pareil pour les scientifiques. Ce qu'ils disent, au fond, les démonstrations, les théorèmes, à la base, c'est une histoire. C'est la manière de jongler entre toutes sortes d'hypothèses dans leur cerveau. Il faut absolument revenir par des modèles de formation adaptés, ce que je suis en train de créer en ce moment, un modèle de formation qui donne toutes les cartes aux littéraires pour pouvoir jouer dans le monde de la donnée, jouer dans le monde des mathématiques,
toutes les cartes scientifiques pour être capables de traduire eux-mêmes en termes normatifs ou historiques leurs problèmes. Ça ouvrira des débouchés considérables, en particulier aux étudiants formés dans les disciplines littéraires, qui auront à ordonner, à comprendre des masses de données considérables. Et seule l'intelligence littéraire peut le faire de manière efficace. Donc c'est vraiment un nouveau mode de l'intelligence qui doit voir le jour, précisément ce que ChatGPT ne pourra jamais reproduire. Pour finir, je vous cite une phrase de Valérie que je trouve formidable. Il y eut une fois quelqu'un qui pouvait regarder le même spectacle ou le même objet et qui était capable de le regarder comme un peintre ou bien comme un naturaliste, qui était capable de le regarder comme un physicien ou bien comme un poète. Et chacun de ces regards n'était pas superficiel. Cet homme, c'était Léonard de Vinci. Magnifique, magnifique. Merci, merci Monique. Dites-nous-en peut-être un peu plus sur ce que vous faites justement en ce moment. Vous nous avez parlé de vos projets, alors, ce qui est en route, parce qu'on a envie d'en savoir plus forcément. Je suis en train de créer une nouvelle institution proposant un modèle de formation très nouveau, enfin qui n'existe pas dans toutes les autres formations qui sont actuellement disponibles, très centré sur cette pluridisciplinarité. Pour moi, l'intelligence, c'est la conjonction des disciplines. Chaque discipline éclaire une partie du fonctionnement de l'intelligence. Des mathématiques pour les littéraires, beaucoup d'informatique, mais également des enseignements normatifs, philosophiques pour les scientifiques, avec l'idée, si vous voulez, de donner aux jeunes une formation de base qui soit un objet de confiance absolue, où ils sachent qu'ils soient invulnérables, ils ont les outils pour aborder le monde contemporain. Dans 30 ans, quand nos jeunes, nos étudiants d'aujourd'hui seront encore dans le monde professionnel, dans le monde du travail, que tout ce qu'ils ont appris sera devenu probablement, toutes les expertises qu'ils auront appris seront devenues obsolètes. Si on leur demandait, mais qu'est-ce qui vous reste alors de votre formation? Eh bien, ceux qui leur répondraient, c'est-à-dire il me reste cette base de connaissances fondamentales, de techniques, de méthodes. C'est ce que je voudrais proposer à des jeunes qui sont insatisfaits devant les choix d'orientation actuels. C'est ce que je voudrais leur proposer dans mon institution. Vous en êtes où du projet? Bravo, hein, on peut applaudir Monique, c'est... bien de faire avancer les choses. Vous en êtes où alors du projet aujourd'hui? Voilà, ça y est, on est installé dans le 5e arrondissement, juste en face de Notre-Dame, ça tombe bien, hein, quand même, lieu où a été créée l'université française. Là, et voilà, mais on cherche des élèves, parce qu'évidemment, quelque chose de nouveau, il y a toujours, forcément, les jeunes se posent des questions, mais je n'ai aucun doute sur le fait que, vu la qualité des responsables, la qualité des enseignants, c'est un pari à prendre, hein, et qui sera gagnant. Comment s'appelle votre école? Atout Plus University, c'est ce que j'appelle un Liberal Arts College à la française. C'est-à-dire, vous voyez, moi j'ai enseigné partout dans le monde. J'ai enseigné aux États-Unis, j'ai enseigné en Angleterre, à Oxford, j'ai enseigné en Italie. Il y a une seule conviction que j'en ai retirée, c'est qu'il y a plusieurs manières de former un très bon esprit, un esprit d'élite. Il n'y a pas simplement la manière à la française. Alors je propose quelque chose d'autre et je crois que c'est plus en phase avec l'avenir. Merci beaucoup Monique. On peut effectivement l'applaudir. Marion, avant qu'on se quitte, peut-être un mot, parce que vous n'avez pas tellement parlé de Ask Mona, justement. Donc aujourd'hui, c'est une possibilité de mettre l'IA, hein, donc l'intelligence artificielle, au service des institutions culturelles et de leur public. Comment ça fonctionne exactement? Peut-être pour rebondir sur ce que disait Monique, parce qu'il y a beaucoup de choses très, très inspirantes là-dedans. Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Giacometti qui faisait un parallèle entre art et science, en disant que l'un des points communs, c'était de chercher à comprendre. Et aujourd'hui, sur ces profils un peu pluridisciplinaires, il y en a beaucoup dans l'art numérique, des artistes qui sont à la fois des ingénieurs ou des techniciens, même des autodidactes, et des artistes qui, notamment sur des technologies comme l'intelligence artificielle, vont permettre de rendre palpable et compréhensible facilement un certain nombre de problématiques qu'on ne perçoit pas, comme cette technologie est très intangible. Donc cette pluridisciplinarité, elle sert à tous pour anticiper ces aspects-là. Et pour revenir sur Ask Mona, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on mobilise du coup cette technologie dont tout le monde parle, mais au service des problématiques des institutions culturelles. Donc on a développé une solution qui fait gagner du temps aux équipes et qui améliore l'expérience des visiteurs en étant présent avant, pendant et après la visite. Très bien, écoutez, merci beaucoup, merci à toutes les deux. On peut encore une fois les applaudir.